Alors, Alexandre Melnik, je rappelle que Kirill Dmitriev a 49 ans, qu'il est né à Kiev. Il est né à Kiev. Il a étudié à Stanford, ensuite à Harvard, dans de grandes universités américaines. Vous entendez comment il parle américain. Il parle américain absolument comme un Américain, capable de parler sur Fox News. Et on dit que c'est lui qui a convaincu Vladimir Poutine, qui aurait convaincu Vladimir Poutine que justement, pour négocier avec Donald Trump, eh bien, il fallait négocier sur la base d'une argumentation commerciale. C'est-à-dire, ce Kirill Dmitriev, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est un enfant de la globalisation. Je voudrais rappeler qu'il s'est retrouvé aux États-Unis pendant la perestroïka de... Donc il était tout jeune pendant... Il était tout jeune, il était dans un échange, etc. Après, il a beaucoup aimé les États-Unis, donc il y a des Russes qui aiment les États-Unis. Donc ça, c'est son droit. Donc, c'est-à-dire, son droit. Des occidentalisés anti-occidentaux, hein, c'est aussi très typique. Donc après, de fil en aiguille, il a bourlingué dans les eaux troubles d'après perestroïka. Il est devenu proche de Poutine. Il a d'ailleurs épousé une copine il a épousé Natalia Popova, qui est une amie de la fille cadette de Vladimir Poutine. C'est-à-dire, il travaille dans le clan. Il paraît qu'il est très très proche de Poutine. Mais quand je dis que c'est un enfant de la globalisation et qui épouse la trajectoire de notre époque, qui parle formidablement bien anglais, vous avez vu ça. Oui. C'est-à-dire, c'est pas mais où voulez-vous en venir ? Je veux revenir qu'aujourd'hui, les diplomates tels que je les avais connus... Oui, vous les connaissez bien, les diplomates. Voilà, qui sont de plus en plus écartés, justement, des circuits. Aujourd'hui, c'est le temps des deals. C'est le temps des gens qui tombent un peu du ciel. Vous voulez dire qu'ils ont trouvé, côté russe, un atout en cet homme. Exactement, parce que c'est quelqu'un qui parle à peu près le même langage que les Américains. Steve Witkin et Donald Trump, c'est-à-dire le langage transactionnel. C'est pas du tout un diplomate formé à l'Institut de Relations internationales de Moscou, déconnecté des réalités internationales. Mais le Guimont voulait dire où vous avez été formé vous-même, Alexandre. Il y a un problème avec la vraie diplomatie qui est de plus en plus écartée à la faveur de ces transactions soi-disant paradiplomatiques. Donc, et ce qu'il représente aujourd'hui, c'est qu'il a la confiance de Poutine, il a la confiance de Trump. Donc, c'est l'interlocuteur idéal, idoine. Bon, justement, Samantha de Berdin, moi ce que je voudrais savoir, c'est est-il là, l'a-t-on envoyé pour apaiser Donald Trump ? Alors, il y a plusieurs théories sur ce qu'il fait là. En effet, Donald Trump a eu des mots très forts il y a quelques jours sur... Il disait qu'il était en colère. Il était en colère et a dit finalement, s'il n'y a pas la paix en Russie, je mettrai des sanctions secondaires sur tous ceux qui achètent du pétrole russe. Et ça peut faire très très mal. Oui. Donc, il était là pour essayer d'apaiser les choses. Et Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a même dit, nous avons eu une discussion, nous n'avons pas eu de solution, mais nous avons chacun pu comprendre le positionnement de l'un et de l'autre. On l'écoute immédiatement, Marco Rubio. Voilà. Quelques semaines, pas des mois. Si la Russie est sérieuse à propos de la paix ou non, j'espère qu'ils le sont. Ce serait bon pour le monde si cette guerre prenait fin. Mais évidemment, nous devons tester cette proposition. Alors nous travaillons à travers ce processus. Nous avons eu un visiteur, Monsieur Kirill était ici cette semaine. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec lui. Il rapportera des messages. Ce qui ne nous intéresse pas, et je ne les accuse pas de cela, ce sont des négociations sur des négociations que nous n'allons pas prolonger indéfiniment. Monsieur Kirill, comme dit Marco Rubio, je ne sais pas, il n'a pas retenu son nom de famille. Donc Kirill Dmitriev, va-t-il rentrer, c'est plus facile à prononcer, va-t-il rentrer à Moscou, Samantha de Bendern, avec un message ? Monsieur Marco a l'air de le penser, en tout cas. Alors, Kirill Dmitriev, il est en train de jouer un rôle très intéressant. Il était donc à Riyad pour les premières réunions avec l'équipe américaine, et il dit la même chose partout. Il dit qu'il y a des opportunités d'investissement, des opportunités de business entre la Russie et les États-Unis. C'est son mantra. Oui, c'est son mantra, mais en cela, tout le monde est d'accord. Je veux dire, la partie russe comme la partie américaine. Oui, la partie russe comme la partie américaine. Donc moi, je pense qu'il aura aussi pas vraiment forcément rapporter grand-chose sur la guerre en Ukraine, mais des informations sur tous les deals qui sont en train de se manigancer derrière le dos du monde entier, il en aura sans doute à rapporter. Dmitriev, il a vraiment il est sur Twitter, il passe sa vie sur Twitter. Je ne sais même pas comment il trouve le temps d'aller dans ces réunions. Sans doute qu'il a il y en a d'autres, il y en a d'autres. Oui, franchement, Twitter, tout le monde vient. Il parle couramment Twitter, il parle couramment anglais. C'est une formidable arme de séduction. Oui, c'est l'opération séduction. C'est vraiment là l'entête, le bandeau, il est parfait. C'est une opération de séduction et les Américains tombent
à fond dans le panneau. Il faudrait voir les journalistes de Fox News. Il a été interviewé par une autre journaliste tout à l'heure. Elles sont toutes gaga devant lui. Sur X, le post extraordinairement original de Monsieur Dmitriev. Non, mais il a fait le temps qu'il fait aujourd'hui. Le temps qu'il fait. Il fait très beau à Washington. Il tire des flèches sur des cartes entre Washington et Moscou pour montrer le rapprochement qui est en train d'avoir lieu. Il pense sans cesse des opportunités. Nous avons évité la Troisième Guerre mondiale. Il l'a dit carrément, presque au moment où le missile est tombé sur Kryvyi. Oui, mais alors, Gallagher-Fenwick, quand même, soyons sérieux. Est-ce que cet homme qui a l'air quand même très important pour la partie russe, est-ce qu'il va obtenir que des entreprises américaines retournent en Russie? Parce que c'est bien ça la clé. La clé, souvenons-nous du premier coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ils en parlaient déjà. Non, absolument. Deux choses. La première, en fait, c'est assez simple. C'est l'équivalent de Witkoff, en fait. C'est le Witkoff. D'ailleurs, c'est lui qui l'a été voir en premier. Il a été accueilli par Witkoff. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont en train de transformer la question russo-ukrainienne en une question purement russo-américaine et en une question purement commerciale. Ils ne sont pas en train de parler de territoire, ils ne sont pas en train de parler de cessez-le-feu. Vous pensez que là, ils n'en ont pas parlé du cessez-le-feu parce qu'officiellement, ils disent qu'ils en ont passé. D'intelligence artificielle, ils parlent d'hydrocarbures. Ils parlent du rétablissement des vols directs entre les États-Unis et la Russie. Ils parlent de projets immobiliers. De coopération dans l'Arctique. Oui, voilà, exactement. La photo de Kirill Dmitriev, et comme le dit très bien Samantha, il parle couramment le Twitter, elle est extrêmement puissante. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, ça y est, Vladimir Poutine, dont c'est l'émissaire, est à quelques encablures de la Maison-Blanche. Il est à ça de réussir un hold-up géopolitique qui est monumental, qui est historique. C'est-à-dire que c'est l'émissaire d'un président qui a déclenché une guerre d'agression sanguinaire. On en parlait encore il y a 5 minutes avec le cadavre de ce pauvre garçon de 15 ans. Et son émissaire, il est à quoi? Il est à 500 mètres de la Maison-Blanche en train de parler business. Mais autorisé par les autorités américaines, qui lui ont même levé ces sanctions temporairement. La première chose qu'il a dite à Vladimir Poutine en rentrant, c'est « Regarde cette photo, ils m'ont laissé rentrer ». Et j'étais juste à côté de la Maison-Blanche et j'ai parlé à tous les gens du premier cercle. Voilà, et bien justement, comment ont réagi les Ukrainiens? Et bien ce soir, à l'instant même, évidemment, Volodymyr Zelensky, dans son allocution quotidienne, a évoqué cette visite. Nous connaissons les raisons additionnelles de la présence de Dmitriev aux États-Unis. De plus, il n'était pas seulement aux États-Unis. Nous suivons les mouvements de nos ennemis. Et la question principale est de savoir comment sortir 300 milliards d'actifs gelés. C'est leur principale préoccupation. Général Kempf, est-ce que c'est de la pure communication, la visite de cette personnalité russe aux États-Unis, au moment où beaucoup d'Américains doutent de la volonté de Moscou de conclure le moindre cessez-le-feu avec l'Ukraine? De quoi s'agit-il? Je crois que Gallagher l'a dit, je vais être encore plus radical que lui. Gallagher dit on est en train d'assister à une transformation de la négociation. Non. Depuis le début, il s'agit d'une négociation entre les Américains et les Russes. Donc, point barre. Bilatéral. L'Ukraine, c'est un sujet collatéral. Je suis désolé, dans leur esprit... Même qui les gêne. Qui les gêne. Ils n'ont rien à faire, ni l'un ni l'autre. Eh bien, écoutez, c'est bien résumé. Alors, je ne vous parle même pas des Européens. C'est pas le sujet. Washington et Moscou discutent de ce que vous avez dit. Business, on va refaire l'ordre du monde. Qu'est-ce qu'on fait éventuellement contre les Chinois? Et éventuellement, qu'est-ce qu'on fait au Moyen-Orient? Fin de l'histoire. Pas l'Ukraine. Elisabeth Shepard-Selam. Et ça renforce ce qu'on disait ici il y a quelques semaines. C'est-à-dire que les Russes ne veulent pas de cessez-le-feu. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le rétablissement des liens, c'est de sortir de cet isolationnisme. Et les Américains sont en train de leur donner sur un plateau en argent, tout simplement. Oui, mais donc ça marche, parce que ils sont en train de parler, Alexandre Melnik, du retour des entreprises américaines en Russie, attention, je souligne, dans les niches d'où les entreprises européennes sont parties. C'est-à-dire, n'oubliez pas que les entreprises européennes sont parties. Donc, qui est en train potentiellement de récupérer ces domaines-là?
les entreprises américaines. L'Amérique, justement, c'est la stratégie de Donald Trump, engager cette guerre commerciale, épargner la Russie et finalement permettre un nouveau boulevard pour les entreprises américaines de s'engager sur ce marché que les Américains considèrent très juteux, notamment en fonction des matières premières, donc auxquelles les États-Unis veulent accéder, et ces matières minéraux rares, etc., qui sont au moins aussi riches sur le territoire de la Russie que sur le territoire de l'Ukraine. Donc, il s'agit, moi je vais être encore plus radical peut-être que le général, en disant qu'il s'agit... Écoutez, c'est pas une concurrence à la radicalité sur ce plateau quand même. Hein. Non, mais je suis prête à vous entendre. C'est l'impératif de la réalité des choses et de la vérité de dire que c'est une sorte de banalisation du mal. Banalisation du mal qui est en train de se passer. Tout simplement, ça prouve que le crime peut payer, que le crime russe, que la barbarie russe n'a jamais été punie. Oui. Et aujourd'hui, la Russie revient sur la scène mondiale par une petite fenêtre, alors qu'elle était quand même bannie par la grande porte. En tout cas, je vous rappelle que Donald Trump, en début de semaine, avait quand même redit qu'il allait parler à nouveau au téléphone avec Donald Trump et que avec Vladimir Poutine. Donald Trump avec Vladimir Poutine, et que ça ne s'est pas produit, et que d'aucuns se demandent à la Maison-Blanche, Samantha, si il était possible s'il serait même plutôt pas positif et souhaitable que Trump ne parle plus à Vladimir Poutine jusqu'à ce que Vladimir Poutine accepte un cessez-le-feu complet en Ukraine. Et que donc, ça serait une des raisons pour lesquelles on aurait envoyé un émissaire. Alors oui, il y a donc des rumeurs que dans l'entourage de Trump, on essaie de lui faire comprendre que bon, vous avez déjà parlé 2 fois à Poutine. Oui, ça va. Ça n'a pas arrangé les choses. Et peut-être qu'on se réveille enfin au principe de savoir quand on négocie, on ne donne pas le cadeau à son adversaire ou à sa contrepartie avant que sa contrepartie n'ait fait une concession. Son interlocuteur. Et là, voilà, son interlocuteur. Et donc, Poutine veut absolument réintégrer l'ordre mondial. Il veut des bonnes relations avec Donald Trump. Et là, je pense que Donald Trump, on doit lui arracher le téléphone des mains. Je sais ce que tellement il a envie de Vladimir Poutine. Il y a peut-être quelques personnes sensées à la Maison-Blanche qui disent on va essayer d'attendre un petit peu quand même. Parce que parler... Pourquoi pas ? Mais pas parler pour se faire... Enfin, ça veut dire que certaines personnes arrivent quand même à faire entendre raison à Donald Trump. Je spécule, hein, je ne suis pas à l'intérieur de la Maison-Blanche. Nous spéculons tous. Elisabeth, vous avez des informations ? Non, j'allais dire une chose, c'est que Musk aussi, on sait que Musk parle aussi avec la Russie et avec Poutine. Donc, même si Trump ne parle pas avec lui, même si pour Poutine, j'imagine que c'est important, il ne faut pas se tromper. Je ne pense pas, c'est parce que la Maison-Blanche ou l'entourage de Trump ne parle pas avec Poutine. Donc, je suis moins convaincue que c'est un bon signe.